Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, depuis le 13 décembre 2022 jusqu'à ce jour, 15 décembre 2022, plusieurs chefs d'État se sont réunis avec le président Joe Biden aux États-Unis pour ce sommet États-Unis-Afrique, un sommet placé sous le sceau de l'investissement et de la bonne gouvernance. Plusieurs chefs d'État, dont le nôtre, son Excellence Patrice Talon, qui a participé aux travaux de ce sommet en long et en large. Et un fait majeur pour notre pays et celui de notre voisin, le Niger, c'est ce compact régional signé à hauteur de 504 millions de dollars à Washington. Une reconnaissance certainement de la bonne gouvernance qui règne dans ces deux pays. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce thème principalement, il y a convergence entre le président des États-Unis d'Amérique et le président de la République du Bénin. Nous allons revenir en long et en large sur les différents aspects de ce sommet inédit et ce sera en compagnie de Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir. Monsieur Noumon. Bonsoir aux téléspectateurs d'ITélé. Voilà. Dans quelques minutes, va nous rejoindre le consultant politique Agapit Napoléon Maforican qui viendra compléter ce plateau. Mais avant, nous allons revenir sur ce qui s'est passé ces jours, les derniers jours pour ce sommet à Washington. Nous allons revenir sur les points saillants de ce sommet à travers ce résumé et nous reviendrons plus tard en plateau pour en parler. Good morning. It's wonderful. Bonjour à tous, c'est un plaisir que de vous voir et je vous remercie de nous accompagner. Et nous allons être rejoints par le secrétaire d'État Anthony Blinken et par le président Bossoum et le président Talon, et nos partenaires du Niger et du Bénin. Et nous les remercions de nous rejoindre. C'est pour moi un honneur d'être ici à ce sommet des leaders qui travaillent des deux côtés de l'Atlantique, ensemble pour renforcer le partenariat entre les États-Unis et tous nos chers amis du continent africain. C'est précisément de cela qu'il s'agit dans ce sommet. Nous réengager afin de poursuivre des opportunités, de résoudre les défis intégrés qui nous attendent, mais le faire ensemble. Des opportunités qui permettent d'augmenter les échanges commerciaux, de faire bouger les produits par-delà les frontières, relever les défis en matière de sécurité, gouvernance et réforme politique. Nous sommes ici aujourd'hui parce que la MCC a toujours écouté nos partenaires du continent africain. Nous continuerons de le faire. Des partenaires qui veulent l'intégration économique, pour la croissance économique, pour augmenter le flux de biens au-delà des frontières et créer d'opportunités pour ses citoyens. En 2018, la MCC, que je dirige, a cherché à obtenir une loi ou une autorisation spéciale qui nous permet de souscrire des accords, des pactes régionaux. Et c'est précisément ce que demandaient nos partenaires. Cette autorité est complexe et nous permettra de travailler avec plusieurs pays en même temps. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir travailler avec deux de nos partenaires cruciaux, le Bénin et le Niger. Aujourd'hui marque une première historique. Nous allons signer notre premier pacte régional dans le cadre de cette nouvelle autorité dont nous disposons. Ce pacte comprend 500 millions de dollars et sera appuyé par des contributions à hauteur de 15 millions de dollars chacun du Bénin et du Niger.
partenaire de ce pacte, l'MCC continuera de développer ce que nous avons déjà créé à hauteur d'1,1 milliard de dollars d'investissement en secteurs cruciaux, l'agriculture, l'irrigation et l'énergie. Ce pacte régional Niger-Bénin renforcera la coopération et permettra de promouvoir davantage encore les objectifs en réhabilitant un des corridors parmi les plus transités en Afrique de l'Ouest. Il encouragera les habitants, les entreprises dont la subsistance et l'avenir dépendent du flux de biens entre Niamey et Cotonou. C'est une ligne de vie économique indispensable. Dans l'ensemble, ce pacte devrait bénéficier à 1,2 milliard de millions de personnes des deux côtés de la frontière et sera dans l'intérêt davantage de personnes si vous, nos amis de la communauté d'affaires, nous rejoignent en tant que partenaires pour élargir le réseau et encourager son impact. Les États-Unis sont fiers d'être partenaires du Bénin et du Niger. Et je tiens à remercier le personnel, les services de MCC et nos homologues au Bénin et au Niger du travail extraordinaire qu'ils ont abattu pour permettre d'arriver à ce moment historique. Et me réjouit de veiller à ce que cet investissement produise ce que nous espérons potentiel et donneront au Niger et au Bénin les outils dont ils ont besoin pour prospérer. Merci de nous rejoindre. C'est un plaisir et avec enthousiasme que je me retrouve aujourd'hui en cette journée historique. Mais j'ai d'abord l'honneur de vous présenter mon cher ami, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui voudrait vous adresser quelques mots. Vous avez la parole. Good morning, everyone. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez entendu parler, Madame Albright, sur ce qui est vraiment une initiative et j'aimerais en parler ce matin. Mais avant, Alice, je tiens à vous remercier. Merci de votre leadership extraordinaire de la MCC pour nous, dans le monde, c'est vraiment là où toutes les choses deviennent pratiques. Le fait d'avoir des projets concrets qui apportent une différence concrète dans la vie des habitants. Et je suis très fière et enthousiaste quant au travail réalisé par MFCC sous votre leadership, Alice. Monsieur les présidents Bassoum et je dois dire, Monsieur le Président Talon et Bassoum, je dois dire que nous sommes heureux de lancer cette initiative avec deux partenaires. Aujourd'hui, nous signons des pactes conjoints avec le MCC, le Niger et le Bénin. Et au Niger, le Bénin et le Niger sont des économies en croissance rapide en Afrique subsaharienne et ce partenariat va soutenir la croissance, connecter les nations, les industries et les peuples. Et comme beaucoup de personnes le savent, l'une des grandes opportunités en Afrique qui va au-delà de l'Afrique, c'est le renforcement de la connectivité en Afrique. Comme nous l'avons vu au fil des années, l'Afrique a plus de commerce avec les pays à l'extérieur du continent qu'en Afrique elle-même, ce qui n'est pas normal. Et cette connectivité va permettre de le faire, comme le groupe le sait bien. Le port du Bénin est essentiel pour l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Pour le Bénin, c'est une grande source de revenus pour faciliter le commerce international et permettre l'exportation des produits. Pour des pays voisins comme le Niger, ce port est la porte pour l'exportation vers des marchés extérieurs et de l'importation d'aliments et de l'huile. Ainsi, tout cela est la base pour les entreprises et pour les moyens de subsistance. Les packs MCC vont investir plus de 1,5 milliers de dollars. Ces projets vont avoir les caractéristiques du partenariat avec les États-Unis. Ils seront transparents, de qualité, ils seront
ils aideront la population et soutiendront la bonne gouvernance. Quand ils seront terminés, ces projets feront qu'il est plus rapide et sûr de transporter des marchandises entre les frontières et cela pourra connecter ces pays à d'autres marchés. Ces projets pourront aider les économies à s'accroître de façon durable et mener à la prospérité de centaines de milliers de personnes et plus. Lors de ce sommet, nous avons comme priorité de mobiliser ce type d'investissement parce que nous savons que c'est ainsi que l'on crée de vrais avantages tangibles pour la population des deux côtés de l'Atlantique. En ayant des investissements ensemble en Afrique en tant que réel partenaire, c'est la base de notre stratégie pour la raison et c'est également au cœur du modèle de MCC. Ces pactes ont été conçus par le Bénin et le Niger grâce aux efforts du président Talon et du président Bazoum. Et ces projets sont financés en partie par ces pays. La mise en œuvre sera dirigée par ces pays. Et c'est la meilleure façon de combiner nos forces, maximiser nos ressources, arriver à nos objectifs communs. En bref, pour créer un véritable changement, nous avons besoin de véritables partenariats comme celui que nous allons signer aujourd'hui. Donc, je suis venue simplement pour féliciter tous ceux qui sont impliqués. C'est un jalon, c'est une innovation. Cela montre la voie vers l'avenir pour beaucoup de projets menés par MCC et c'est la voie pour l'avenir, pour nos amis en Afrique et au Bénin et au Niger. Merci de votre présence, merci de votre engagement. Les opportunités sont énormes. Nous voulons établir les moyens de saisir ces opportunités. Je vous remercie. Excellence, veuillez souhaiter la bienvenue à Patrice Talon, le président de la République du Bénin. Madame la directrice de MCC, Monsieur le secrétaire d'État, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être récipiendaire, d'être témoin et acteur de ce compact régional qui lance une nouvelle dynamique dans la coopération entre les États-Unis et les pays d'Afrique. C'est une innovation majeure que nous observons dans la coopération internationale, notamment dans la coopération entre les États-Unis et mon pays, le Bénin, ainsi que le pays frère du Niger. Comme a dit tout à l'heure le secrétaire d'État, c'est une innovation à remarquer parce qu'elle aide à la connectivité entre deux pays voisins, le Niger et le Bénin, pour rendre cet espace plus attractif pour le business. Vous savez, l'Afrique est très grande, mais certains des pays constituent des marchés assez petits et le business, l'attractivité de nos pays, donc dans un tel contexte, parfois est faible. Et en améliorant la connectivité entre les pays d'Afrique, notamment ceux dont les marchés sont petits, c'est une belle façon d'augmenter donc l'attractivité de ces zones-là, et c'est en cela que le compact régional qui va être signé tout à l'heure, qui a été conclu, est une innovation majeure. Je voudrais inviter ou prier le MCC, notamment sa directrice générale, les autorités américaines, de persévérer dans cette voie-là et que bientôt nous puissions initier des compacts qui seront orientés vers la promotion d'investissements américains privés dans nos pays. Parce qu'on constate, malgré tous les efforts que les pays font pour améliorer le climat des affaires, que le nombre d'investisseurs américains privés est faible sur le continent. Le compact peut être un instrument, tel que nous venons de l'observer, pour améliorer l'attractivité. Le compact peut être un instrument pour promouvoir l'investissement privé dans nos pays. Parce que le développement ne peut pas venir durablement rien qu'avec les investissements dans les infrastructures, avec les investissements dans tout ce qui concerne les bases pour le développement. Mais pour qu'il soit réel, il faut effectivement que des investissements privés viennent sur ce continent. C'est le seul moyen de créer du développement réel durable.
Je voudrais donc finir par ce message-là. L'attractivité de l'Afrique doit être un élément dans le rapport entre les États-Unis et chacun de nos pays pour que le privé prenne le relais des efforts que font les uns et les autres dans la promotion de l'économie africaine. Merci. Merci aux autorités américaines pour cela. Merci. Good afternoon. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci d'être avec nous. J'espère que vous avez eu un excellent déjeuner. J'espère aussi que vous aurez trouvé que le programme d'aujourd'hui, qui m'a semblé extrêmement intéressant, il en va de même pour vous. Nous remercions tous les chefs d'État qui sont ici, qui sont venus avec nous, les ministres qui sont venus nous rejoindre également, les fonctionnaires du gouvernement et mes collègues du gouvernement. Merci à mes partenaires, collègues, au secrétaire d'État Anthony Blinken. Je ne vous voyais, mais là, maintenant, oui, je vous ai repéré. Et merci aux leaders de l'industrie. Nous avons certains des PDG parmi les plus importants, des sociétés les plus grandes jusqu'aux plus petites, qui ont pris sur leur temps pour venir nous rejoindre ici. Et nous remercions également les PDG africains qui sont ici. Tous, moi-même, nous sentons cet enthousiasme. Enthousiasme vis-à-vis de ce qui peut être, ce qui pourra être. Je suis extrêmement fier de ce qui va être annoncé aujourd'hui, que le président va nous annoncer, qui porte témoignage de l'énorme créativité, de l'engagement de tous dans cette salle, de tous, États-Unis, Afrique, PDG, chefs d'État, de gouvernement. C'est véritablement la marque de la vision du président Biden pour ce partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le président profondément engagé vis-à-vis du continent. Il voulait absolument réunir ici, au début de son gouvernement, vous réunir pour manifester l'engagement de son gouvernement. Nous avons besoin d'aide, mais nous devons passer de simplement de l'aide à l'investissement. Investissement et partenariat, afin de libérer tout ce que le secteur privé peut nous apporter. Dès le début de son mandat, le président s'est engagé à reconstruire notre partenariat non seulement avec l'Afrique, mais à l'échelle mondiale. Et alors que nous lançons une stratégie pour l'Afrique subsaharienne et pour l'investissement au cours de la dernière année, il a démontré à plusieurs reprises que les États-Unis sont de retour et s'engagent plus que jamais en tant que partenaires et amis de l'Afrique. Au cours des prochains mois et sous la houlette du président, nous allons utiliser ce forum comme base pour porter la prospérité à long terme pour tous nos citoyens.
Et vous pouvez vous demander comment je le sais. Eh bien, tout simplement parce que le président veillera à ce que nous le fassions. Et Tony, par exemple, sait très bien ce que je veux dire. C'est un leader incroyable, un visionnaire. C'est un homme qui veut des résultats. Et je suis incroyablement fier d'être parmi son cabinet. Et j'aimerais inviter le président des États-Unis, Joe Biden, à prendre la parole. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour, bonjour. It's good to see you all. Please have a Un seat. plaisir que de vous voir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Make it short, Biden. There's a semi-final game coming up. Et puis, il faut aussi se dépêcher un petit peu parce qu'il y a une demi-finale qui se présente, qui va commencer bientôt. J'ai remercié la secrétaire Raimondo, qui est une représentante extraordinaire du gouvernement. Particularly in Prosper Africa. Deal room. Prosper Africa, Sounds like something that we shouldn't be saying. particulièrement You know, Prosper Africa. Prosper Africa, dans cette salle où l'on conclut des accords. Thank you all for being here. Et je voulais vous remercier d'être venu ici. Et je sais que le Maroc est sur le point de jouer. C'est le premier pays africain qui est semi-finaliste de la Coupe du Monde. Distinguished heads of state, leaders of regional and global institutions, and of course, Institution mondiale qui représente plus de 300 sociétés, Afrique et États-Unis. Bienvenue à Washington. Et je remercie également notre hôte, la Chambre de commerce et le Corporate Council on Africa, deux grands défenseurs de la croissance, du renforcement des liens, des affaires, du commerce, de l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis, ainsi que les membres de mon gouvernement, membres du Congrès qui sont là aujourd'hui. Tous les membres du Congrès, veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour que nous sachions qui vous êtes. Voilà. J'en vois plusieurs, mais je suis sûr qu'il y en a encore dans la salle. Nous sommes là pour créer des connexions, des rapports, pour parler de l'avenir, de notre avenir partagé. Nous savons depuis longtemps que le succès de l'Afrique et sa prospérité sont essentiels pour assurer un avenir meilleur pour tous, et non pas seulement pour l'Afrique. Depuis que j'étais jeune sénateur, je faisais partie de la Commission des affaires étrangères. Je présidais le Comité pour l'Afrique et je me suis rendu à cette époque pratiquement dans tous les pays. Alors que j'étais vice-président, aux côtés du président Obama, les États-Unis ont accueilli le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Et il y a eu également un forum des affaires. Premier sommet de sa nature en 2014 était un moment, un tournant pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos pays. Un partenariat non pas pour créer des obligations politiques ou pour encourager la dépendance, mais pour partager le succès, partager succès et opportunités. Là où l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent et le monde tout entier réussit également. 8 ans plus tard, le monde a connu pas mal de changements. Nous sommes toujours aux prises avec une pandémie mortelle. Nous sommes face à la guerre, à l'instabilité. Il faut relever les défis économiques qui ont un impact mondial, lutter contre le prix des aliments, nous attaquer à l'impact du changement climatique. Et chacune de ces crises ne cesse d'augmenter. Et il faut, et c'est le cas d'ailleurs que les nations africaines et les peuples d'Afrique jouent un rôle pour relever ces défis. Nous ne pouvons résoudre aucun de ces défis sans le leadership de l'Afrique. C'est un fait. Des populations africaines contribuent à chaque étape grâce à des solutions. La seule question que je me posais au début de mon mandat n'était pas si j'allais recevoir un nouveau sommet, mais quand.
Mon administration est engagée aux côtés de l'Afrique. La priorité que nous donnons à ces relations existe depuis le premier jour et nous travaillons sans relâche pour démontrer notre engagement. Il y a entre nous des décennies de coopération par le biais de PEPFAR et l'initiative contre le paludisme de président et d'autres partenariats en matière de santé pour sauver des vies, lutter contre la COVID-19. Les États-Unis ont fourni 231 millions de doses de vaccins à 49 pays en Afrique et nous avons travaillé ensemble avec vous pour que ces vaccins arrivent dans les bras de communautés éloignées. Nous avons investi dans la capacité africaine de fabriquer ses propres vaccins, produits diagnostiques et médicaments afin que l'Afrique puisse répondre à ses propres besoins et contribuer à la chaîne de l'offre mondiale. Et même alors que nous travaillons pour mettre fin à la COVID-19, nous avons continué de construire des systèmes d'institutions sanitaires solides, accélérer les efforts pour parvenir à une couverture de santé universelle, nous attaquer à des défis, à la prochaine pandémie, car je suis sûr qu'il y en aura une. Nous voulons améliorer la sécurité alimentaire et élargir le programme Feed for Future, avec lequel nous sommes partenaires de 8 pays de plus en Afrique. Et j'en parlerai demain, d'ailleurs, pour répondre à la crise immédiate de l'alimentation et renforcer les systèmes alimentaires en Afrique pour le long terme. Nous sommes attaqués à la crise climat en donnant la priorité à la transition juste pour les pays d'Afrique. Il est nécessaire que les pays s'adaptent à l'impact du climat qui existe déjà. Le mois dernier, je me suis rendu à la COP27 en Égypte où j'ai annoncé 150 millions de dollars en efforts nouveaux à l'appui d'efforts d'adaptation en Afrique. C'est un premier versement de mon engagement de 3 milliards de dollars tous les ans pour les efforts d'adaptation d'ici à 2024. En une année, on a vu des élections en Afrique. Nous avons travaillé avec l'Union africaine pour renforcer la démocratie et les valeurs profondes qui unissent nos peuples, particulièrement nos jeunes. Liberté, opportunité, transparence, bonne gouvernance. Vous pourriez penser, ce forum se consacre à des liens d'affaires, à faire progresser l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis. Pourquoi le président Biden parle-t-il de ces autres choses? Tout simplement parce que la transformation économique de l'Afrique dépend de la bonne gouvernance d'une population en bonne santé, d'énergie abordable et fiable. Ce sont les éléments que les entrepreneurs cherchent à obtenir lorsqu'ils veulent investir. Pour lancer de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, les États-Unis s'engagent à appuyer tous les aspects, disais-je, d'une croissance inclusive en Afrique. Créer le meilleur environnement possible pour parvenir à un engagement commercial durable entre des sociétés africaines et américaines. Les États-Unis souscrivent totalement à l'avenir de l'Afrique. Le travail que nous avons accompli au cours des 2 dernières années, nous fondons sur des décennies d'investissements vitaux faits sous d'autres présidents américains, nous ont aidés à faire ces pas cruciaux de l'avant. Les États-Unis ont signé un protocole d'accord historique avec le secrétariat de la nouvelle zone de libre-échange de l'Afrique. Ce protocole va libérer de nouvelles opportunités d'investissement, de commerce entre nos pays et rapprochera davantage encore l'Afrique et les États-Unis. C'est une opportunité énorme pour l'avenir de l'Afrique et les États-Unis veulent aider à ce que ces opportunités deviennent des réalités. Nous mettons également en œuvre, grâce à cette zone de libre-échange la plus grande du monde, qui réunit 1,3 milliard de personnes, un marché à l'échelle d'un continent qui représente 3,4 trillions de dollars. Grâce à ce nouveau protocole d'accord, nous faisons les choses comme il le faut. Consacrons la protection pour les travailleurs en Afrique et aux États-Unis, en veillant au bien-être des PME, afin qu'elles aient une véritable occasion d'être compétitives. Nous voulons créer des opportunités pour les entreprises dirigées par des femmes, par des membres de communautés toujours mal desservies. Investir, appuyer une économie en croissance dynamique, créer un avenir d'opportunités où personne ne sera laissé à la traîne. Ensuite,
Nous investissons pour faciliter un commerce régional plus grand au sein de l'Afrique en investissant en infrastructures. Aujourd'hui, la Millennium Challenge Corporation a signé son premier pacte régional de transport avec le gouvernement du Bénin et du Niger. Ce pacte investira plus de 500 millions de dollars pour construire et entretenir les routes et mettre en place des politiques qui réduiront le coût du transport, faisant plus facilement et plus rapidement des transferts par bateau entre le port de Cotonou vers les pays enclavés. Depuis le début de mon gouvernement, la MCC a annoncé de nouveaux investissements à hauteur de 1,2 milliard de dollars en Afrique. Et nous pensons que la MCC s'engagera à hauteur de 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour toute l'Afrique au cours des 3 prochaines années, à l'appui de l'agriculture, du transport, de l'accès à une énergie renouvelable. De fait, la MCC vient d'annoncer qu'il y aura des discussions afin de forger un nouveau partenariat avec 4 pays d'Afrique, avec la Gambie, le Togo pour encourager le développement économique, un accord avec le Sénégal pour encourager les connexions régionales et un programme Seuil avec la Mauritanie pour renforcer la gouvernance démocratique et parvenir à des réformes politiques qui vont aiguillonner la croissance économique. Ces investissements de l'MCC font partie du travail que nous accomplissons dans le monde entier en faveur d'un partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondiaux. J'ai proposé cette initiative aux autres partenaires du G7 afin de répondre à un besoin d'infrastructures de qualité en Afrique et dans les pays à faible et moyen revenu dans le monde entier. Le G7 a décidé d'annoncer son intention de mobiliser 600 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Cette annonce d'un portefeuille commun pour le partenariat est déjà en cours pour l'Afrique, y compris mobiliser 8 milliards de dollars en financement public et privé pour aider l'Afrique du Sud à remplacer ses centrales au charbon par des sources renouvelables et mettre au point des solutions énergétiques, par exemple l'hydrogène propre. Un deal de 2 milliards pour construire des projets d'énergie solaire en Angola. 600 millions pour des télécommunications haute vitesse qui connecteront l'Asie du Sud-Est à l'Europe en passant par l'Égypte et la Corne de l'Afrique, permettant de disposer tout au long de connectivité Internet. Le commerce doit se fonder, doit pouvoir compter sur des infrastructures fiables pour que la chaîne de l'offre soit sécurisée et résiliente. L'infrastructure est essentielle à notre vision d'une économie mondiale plus solide qui pourra résister aux chocs que nous avons vus au cours des dernières années. Troisièmement, nous continuerons d'appuyer l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique en investissant dans le peuple africain. Développer le capital humain, l'infrastructure physique, c'est un des aspects cruciaux de ce partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondiaux. J'annonce aujourd'hui que la Corporation internationale de financement et de développement investit 370 millions de dollars de nouveaux projets, 100 millions pour augmenter un accès accru à une énergie propre pour des millions de personnes en Afrique subsaharienne, 20 millions pour financer la manufacture d'engrais, pour aider les petits producteurs, 10 millions de dollars à l'appui de PME, pour aider à apporter de l'eau ou de boissons propres aux communautés dans tout le continent. Ce ne sont que quelques exemples. Nous savons également qu'une des ressources les plus essentielles pour tout entrepreneur ou petit entrepreneur qui veut participer à l'économie mondiale est de pouvoir compter sur un accès fiable et abordable à l'Internet. Aujourd'hui, j'annonce une nouvelle initiative, transformation numérique avec l'Afrique. Travaillerons avec le Congrès pour investir 350 millions de dollars pour faciliter 450 millions de dollars en financement afin que les peuples africains puissent participer à l'économie numérique.
Ceci inclut des partenariats, de nouvelles collaborations entre Microsoft et Viasat, afin que 5 millions d'Africains aient accès à l'Internet dans le cadre de l'engagement de Microsoft de permettre l'accès de 100 millions de personnes en Afrique et accès pour la fin 2025. Cela veut dire des programmes pour former des entrepreneurs africains focalisant sur des femmes entrepreneurs afin de développer les compétences nécessaires à faire démarrer leur propre entreprise, assurer des emplois bien rémunérés auprès de sociétés technologiques, des partenariats entre sociétés américaines et africaines pour offrir des services de cybersécurité afin que l'environnement numérique de l'Afrique soit fiable et sécurisé. Ce qui m'amène à ma dernière annonce. Je l'ai dit, en concluant des accords, des marchés. Je l'ai vu dans la salle d'à côté pour le bénéfice de l'Afrique. Cisco Systems et Sébastien ont annoncé ensemble 800 millions de dollars en nouveaux contrats pour protéger les pays africains contre les menaces cybernétiques. Visa s'est engagé à placer plus d'1 milliard de dollars en Afrique au cours des 5 prochaines années pour élargir ses opérations sur le continent, notamment des services de paiement mobile pour les micro, petites et moyennes entreprises en Afrique. General Electric et Standard Bank offriront, 80 millions de dollars pour améliorer les services de santé et accès à des équipements de santé de pointe. Ensemble, ce forum a déclenché plus de 15 milliards de dollars en nouveaux contrats qui permettront d'améliorer la vie et la subsistance d'individus de tout le continent. Et le négoce le plus important, c'est de créer de bons emplois bien payés, y compris ici aux États-Unis, des opportunités pour tous les pays au cours des prochaines années. Grâce à vous tous, grâce à vos signatures de ces contrats, sont la preuve concrète de l'engagement durable que nous prenons les uns avec les autres. Gouvernement, entreprise à entreprise, personne à personne. Et plus important, ce n'est jamais que le début. Il y a encore tellement de choses que nous pouvons faire ensemble et que nous ferons ensemble. Merci de votre participation, d'avoir participé à cet autre sommet, un nouveau sommet historique entre États-Unis et leaders africains. Vous avez jeté les bases de l'avenir de notre partenariat entre nations. Merci et que Dieu nous protège. Thank you very much. Thanks, Tommy. Thank you. Thanks. Un élément qui résume quelque peu ce qui s'est passé de l'autre côté de Washington. Joël Ataï-Gadagbe, déjà sur l'opportunité de ce sommet, sa tenue, déjà quels sont il n'est plus à démontrer en termes concrets pour le Bénin. En tout cas, voilà, chacun voit ce qu'il en retire. Et même si le Bénin n'était pas à si bonne fête, c'est pas rien que d'aller à ce niveau-là et prendre la parole et poser un peu et apporter en tout cas une vision qui peut aider à transformer les relations internationales et particulièrement les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Donc en tout et pour tout, c'est à la limite le genre de sommet dont on a besoin, où chaque acteur, de manière décomplexée, peut apporter quelque chose. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, on a... disons, les observateurs ont placé ce sommet sous deux aspects principaux. Déjà une réponse
on va dire, à l'entrisme de la Russie et de la Chine, et l'autre pour renouer quelque peu avec, après l'intermède de Trump, renouer quelque peu avec, reprendre langue avec le continent pour essayer, voilà, de nouer une sorte de renouveau de cette relation, quand même qui existe depuis des lustres. Je pense qu'il faudrait peut-être pas. Moi, je ne partage pas cette lecture qui pense que c'est une réponse un peu à l'incursion russe dans la sous-région, bien une réponse à la Chine. C'est plutôt cette puissance-là qui répond à la présence déjà américaine. C'est pas une présence forte. C'est pas une présence abondante ou redondante. C'est quand même une présence qui a déjà pesé. Le MCA. La Goa d'abord, le MCA, c'est pas hier. Pas hier, donc déjà, si je me rappelle que c'est déjà sous Mathieu Kérékou, déjà que le premier compact a pu être signé, je me dis, donc, à ce moment-là, on n'était pas encore dans l'activisme russe sur le marché. Donc, déjà, c'est super. Ensuite, les sommets États-Unis-Afrique, c'est déjà sous Obama. C'est déjà sous Obama, et il a rappelé en 2014 ce qui était leur objectif. Donc je pense que c'est l'intermède Trump qui a peut-être permis de penser que les Américains se sont désolidarisés de l'Afrique ou du reste du monde. C'est vrai qu'il y avait une sorte de repli sur soi, mais depuis le retour de Biden, qui est ancien vice-président d'Obama, je pense que les États-Unis ont commencé à nouveau à occuper le terrain. Je pense qu'ils ont une envie d'être présents sur le plan national, évidemment pour régler les problèmes, mais il y a une idéologie qui sous-tend la relation. Il a dit, si les États-Unis se portent bien, si les Africains se portent bien, si dans le monde chaque pays se porte bien, c'est que le monde se portera bien. Je pense que c'est une philosophie qui est importante à apprécier et donc qui sous-tend naturellement cette rencontre. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est un peu également le ton. Vous voyez, on n'est pas en donneur de leçons, on est plutôt dans un modèle pédagogique. On a envie de montrer que nous sommes en partenariat, hein, même si, quand vous regardez ce que chacun apporte, mais il est évident qu'une Afrique déstabilisée, comme on le voit d'ailleurs en certaines parties du monde, c'est un monde aussi en déséquilibre. Donc, les Américains savent le rôle qu'ils ont à jouer. J'ai l'impression que ce sommet, c'est celui de la maturité des relations entre les États-Unis et les pays africains. Quand vous regardez ceux qui y ont participé, 49, c'est un homme. Et parmi eux, quand même, pas des plus conseillers possibles. Il y en a venus par push, il y en a qui se maintiennent au pouvoir depuis je sais pas, 5 décennies, 4 décennies. Alors donc, quand vous regardez entre le BIA, l'octogénaire, ou bien pratiquement, je ne vais pas dire le généraux, mais l'octogénaire, et le jeune débit qui n'a pas pu passer par les urnes pour être en sa place, hein, comme un peu une situation dynastique. Tout ce monde-là est présent, a été là. Et donc, c'est sûr que le message a pu passer entre le déjeuner à 6 et Biden, et sans doute les rencontres thématiques qui ont pu se passer, mais il est quand même à noter cela. Et c'est là, peut-être, on va y arriver dans le débat, c'est là peut-être que la question de la bonne gouvernance sur laquelle nous voulons nous appuyer, c'est là peut-être qu'un pays comme le Bénin fait toujours office d'un pays peut-être précurseur dans une certaine dynamique, disons, dans le bon sens. Voilà, pas de leçon cette fois sur la démocratie. Si, il y en a eu, mais non, c'est dans le temps. C'est dans le temps. Tout en subtilité, parce qu'on en a parlé. Hein, mais effectivement, on s'étonne de voir certains canards ouateux parmi les invités. Mais chacun sait où est-ce que le curseur sera placé. Et je voudrais déjà rebondir sur ce que Agapite Napoléon disait tout à l'heure à propos de la présidence Trump, qui n'a pas été forcément hostile à l'Afrique. C'est vrai qu'on a des a priori. Il faut souligner quand même l'effort qui a été même fait par l'administration Trump de convier en Arabie Saoudite, me semble-t-il, un certain nombre de pays ou de chefs d'État triés sur le volet, dont le Bénin déjà à l'époque. Donc, quelque part, un pays comme le Bénin arrive, KNKA, à cocher toutes les cases et à se maintenir dans
l'appréciation des États-Unis. Et deuxièmement, on voit vraiment l'orientation très pragmatique que veut se donner ce sommet des affaires, pour tout dire, donc fatalement au détriment du tout politique. Je ne vais pas dire politicienne, mais finalement qui tournait en rond. Donc là, chacun sait à peu près ce qu'il lui reste à faire pour rencontrer de manière pragmatique l'intérêt des entreprises américaines. Les Américains ont toujours proclamé « trade, not aid ». Ils n'ont pas répété là, mais on a commencé à nous citer les noms des entreprises américaines. Personne n'est dupe, elles ont toujours été quelque part là où il y avait des affaires à faire, même à travers le Millennium Challenge et Kant, nombre d'entreprises américaines ont repris les dollars qui étaient mis sur la table. Et tant que nos pays, enfin les pays éligibles au MCA remplissaient les conditions, voilà, les prestations avaient lieu. Et le Bénin, sans désemparer, malgré une petite sanction qui a fait qu'on n'a pas reconduit automatiquement le MCA. On n'est pas passé automatiquement du MCA 1 au 2 pour des questions de gouvernance. Donc le Bénin, malgré ce petit accroc, se maintient bien, tient la cadence, et puis essaye de tirer profit de cette initiative du président Clinton d'abord, mais surtout du président Barack Obama, qui l'a développé beaucoup mieux que l'AGOA, dont un pays comme le Bénin n'a pas pu tirer profit. Donc aujourd'hui, les compteurs sont remis à zéro, et puis c'est à qui va combiner au mieux gouvernance, démocratie et investissement productif et générateur de bien-être. Le président Biden l'a dit très subtilement, et ça n'a pas dû tomber dans les oreilles d'un sourd. J'imagine que dans les tête-à-tête, peut-être que le focus, l'accent a été encore mis sur ces éléments d'appréciation du bien-être des populations. Voilà. Est-ce que les deux mots-clés qu'on peut retenir de ces différentes prises de parole, c'est investissement, bonne gouvernance? Les investissements qui sont conditionnés par la bonne gouvernance. Oui, ce qui fait rire, c'est un peu quand Joël parlait de la petite sanction. La question était de savoir, mais la petite sanction finalement, pourquoi? C'est ça la question. Parce que si il y a convergence sur la bonne gouvernance, en réalité, alors quelle était la raison de la petite sanction? C'est ça, on va revenir peut-être un peu, on va peut-être faire peut-être de la digression pour voir que les Américains avaient une très mauvaise perception de la réalité. Je pense que, et c'est là qu'il faudrait que nous soyons exigeants. Moi, c'est vrai, j'ai aimé le temps, j'ai aimé, oui, ils ont dû parler, mais pas de leçon à donner. Je pense que, moi, cette posture, je pense que ils ont essayé, parce que ils ont des problèmes, on a nos problèmes. Ils ont des problèmes de développement, on a des problèmes de développement. Ils ont des problèmes de sécurité, on a des problèmes de sécurité. Oui. Ils ont des problèmes d'environnement géostratégique, nous avons nos problèmes. Alors, un pays comme le Bénin qui produit rien, qui n'exporte rien, dont le budget est absolument fiscal, où il y a des efforts à faire, il faut travailler pour produire de la riz. Il faut qu'on ait des salaires, des fonds, où l'emploi public conditionne encore beaucoup de familles, parce qu'il faudrait que celui qui est le fonctionnaire, le cadre, le responsable, l'agent de l'État, il draine derrière lui plein de monde qui sont accrochés à son revenu, quel qu'il soit. Alors, lorsque vous avez un environnement du genre, la gestion n'est pas la même lorsque vous êtes dans un pays comme les États-Unis, avec un certain nombre de prérequis et d'environnements qui sont connus. Mais ils ont leurs problèmes, ils ont leurs problèmes de sécurité, ils ont leurs problèmes de terrorisme, ils ont leurs problèmes des armes qui circulent un peu de manière désordonnée. Et ils ont un certain nombre de problèmes que nous avons. Alors donc, lorsqu'ils apprécient la politique interne d'un pays comme le nôtre, moi je pense qu'il y a une mal d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez Blinken évoquer la question de la gouvernance, quand vous entendez Biden l'évoquer, mais vous devez finalement, mais c'est exactement ça. Il y a une convergence. La bonne gouvernance, c'est quoi? Moi, je ne parle même pas de bonne gouvernance, moi, je parle de la gouvernance. Parce que la gouvernance, elle doit être saine. C'est l'autre qui est il y a la gouvernance, il y a les déviances à la gouvernance. Mais là, bon, comme le lexique a évolué, on parle de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est quoi? C'est la bonne gestion des leviers
centraux de l'État, en tout cas du management organisationnel. Et lorsqu'on prend l'État avec ses exigences, lorsque vous vous dites que vous êtes dans un État de droit et que force doit rester à la loi et qu'il y en a qui ne veulent pas les respecter, et parce qu'ils sont de telle région, ou de tel parti, ou de telle orientation de parti, et même de l'extérieur des ambassades, tout le monde dit il faut leur laisser les entrées. Ça pose le problème de la lecture qu'on a de la gouvernance. Donc, pour moi, c'était bien quand en les entendant, je dis mais bon, alors, s'il y a convergence sur la gouvernance, voilà le problème. C'est qu'on peut tout reprocher à partir de ça, on peut quand même lui reprocher l'exigence dans la qualité de la gouvernance. Mais après, le commentaire que chacun peut faire de cette gestion, ça doit être de l'intérieur. De l'extérieur, ils ne sont pas suffisamment outillés pour pouvoir apprécier ce qui se passe, parce que il y a beaucoup de ce qu'on appelle en matière de communication, beaucoup lorsque le message passe, il y a beaucoup d'embrouilles. Il y a que le message est embrouillé, enchevêtré par un certain nombre de comportements de compatriotes qui écrivent assis, tel sénateur, tel ci, tel ça. Et quand tout ça là, ça embrouille le jeu, ça donne comme si il y a les petits qui doivent respecter tout et à qui on peut donner des ordres. Et puis il y a nous qui réglons nos problèmes avec les leviers dont les autres n'ont pas besoin nécessairement pour régler. Voilà un peu je prends moi le décor, pour dire oui, ils en ont parlé. Mais quand moi je vois Déby là-bas, je me dis mais ils cherchent quoi? Normalement, si on doit rester exigeant sur ces principes-là, il y a un problème de sécurité dans l'environnement. Il y a un problème de sécurité dans la sous-région. Les conditions dans lesquelles Déby est venu au pouvoir, le Déby fixe, arrivé au pouvoir, ce n'est pas les mêmes choses que d'autres peut-être. Donc, ils ont dû analyser ces phénomènes déjà à Macron, pour avoir été là, et pour soutenir un peu ce qui se passe, la France soutient. Donc, il y a ça. Quand Biya est là, Biya à son âge, normalement, quand on analyse réellement l'exigence de l'alternance, normalement, il n'est pas le modèle qui doit s'y présenter. Et pourtant, c'est pas le modèle de bonne gouvernance. En réalité, si on reste derrière ce qu'on attend du Bénin, quand je regarde celui-là, enfin, cet exemple-là, je peux dire alors c'est pas le modèle. Alors que c'est l'exigence. Est-ce que les Camerounais s'en plaignent? C'est la question que quelqu'un va te dire. Et donc, le point qui se pose, c'est que quand tu les vois là-bas, tu te dis, mais bon, donc du coup, où est le problème? Où est le problème? Je peux citer d'autres noms. Où est le problème? Et donc, moi, c'est pour ça que je disais que ça me faisait un peu rire. Mais en revenant un peu dans le fond, moi j'estime que c'était un bon sommet. Un bon sommet, puisqu'ils ont pu se parler. Il n'y a pas eu de rencontre bilatérale. Il a exclu les rencontres bilatérales. Ça a été fait avec Blinken et son équipe. Et lui, il est resté un peu. Je pense que la seule rencontre importante qu'il y a eu, c'est le déjeuner avec lui. Donc, quelque part, on sait que l'investissement est utile. Et vous voyez la posture du président Talon dans ce débat d'investissement. Il faut que les Américains viennent investir chez nous. On n'est pas là pour dire, bon voilà, donner de l'argent, investir, construire des écoles, il faut qu'ils viennent investir. Comme il a fait pour les Français, je pense qu'il fait la même chose, la bataille pour que nous améliorons le climat des affaires, venez investir chez nous. Il y a un certain nombre de leviers importants sur lesquels nous travaillons. Je pense que je trouve que c'est de la maturité, c'est un langage, c'était des échanges assez cordiaux. Entre États majeurs, je pense, même s'il y a un grand déséquilibre entre nos forces. Voilà. Est-ce qu'on peut dire, dans le même sillage que ce que Rapide Napoléon Mafourican vient de dire, que ce pacte régional de transport Bénin-Niger est une prime à la bonne gouvernance? Parce que, quand vous regardez le montant, c'est inédit dans tout ce qui s'est fait déjà par le passé. Parce que pour rentrer dans cet ordre de grandeur, il faut cumuler un peu les compacts que les pays ont eu. Donc, ça, comment vous le percevez? Non, incontestablement, que cela a été imposé ou pas. Moi, je dirais simplement que nos pays, reprenant au mot, Agapit, sur le caractère majeur ou de majorité en devenir, de maturité pardon, en devenir. Moi, j'aimerais simplement observer que nos pays s'imposent eux-mêmes un certain nombre d'exigences qui font qu'à l'arrivée,
on n'est plus surpris de les voir à si bonne table. Et tant mieux pour le Bénin. Ça a été dur de perdre l'éligibilité automatique entre le 1 et le 2 au niveau du MCA. Mais c'est encore le Bénin qui a fait sur lui les efforts pour être mieux perçu. Et désormais, le Bénin va de manière plutôt décomplexée parce que ayant fait beaucoup par rapport aux questions de gouvernance, aux questions de lutte contre la corruption, et ayant ensuite fait beaucoup par rapport aux facteurs économiques, aux leviers eux-mêmes, notamment la disponibilité de l'énergie, non pas sans le soutien des Américains. Le Compact 2, notamment, était essentiellement tourné vers l'énergie. Donc ça rencontre nos besoins vitaux, les leviers sur lesquels nous, on a besoin de nous appuyer pour enclencher une spirale de développement, voire d'industrialisation. Et le Bénin y est. C'est pas anodin que les États-Unis mettent de l'argent sur des corridors routiers. Et il a fallu que le Bénin assainisse le corridor de Cotonou à Niamey. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, sans se bomber le torse, le Bénin est l'un des pays où les corridors vers l'Interland soient fluides et où on est dégagé quand même certaines hypothèques. Et donc, c'est une prime à la gouvernance également, l'air de rien. Et c'est pas du tout peu, comme vous le dites, c'est quand même les 83 km en autoroute de Boycon à Dassa, et puis 120 km à peu près de Dosso à Niamey, et de l'autre côté. Au total, 210 km pour les deux pays. Franchement, sans parler, et même si le rail n'est pas au rendez-vous, on voit quand même une structuration économique qui se dessine, et l'approche régionale ne peut que nous aider à aller encore plus vite, parce qu'à l'échelle de nos petits pays, parfois, c'est vraiment ridicule, et peut-être que ça ne motive pas suffisamment des entreprises américaines pour venir. Elles sont habituées à vouloir relever des challenges. Et c'est au fur et à mesure à nos pays de leur montrer que les facteurs fondamentaux de la production économique se mettent en place, que le climat des affaires est assaini. Et peut-être même si on n'a pas insisté là-dessus, parce qu'ils y tiennent, il faut que la justice soit un recours fiable au niveau du climat des affaires. Et j'ose croire que nos pays, au sein de l'UMOA, au sein avec le droit WADA, même s'il est très orienté France ou affaires françaises, l'effort que nos pays ont fait depuis est tel aujourd'hui qu'on doit pouvoir récolter les bénéfices en maintenant le cap, en faisant peut-être les correctifs qu'il faut. C'est de bon augure pour moi. Voilà, quand on revient avant de revenir spécifiquement sur ce compact, on a vu le président de la République, comme à son accoutumé, très direct. Ce qui l'intéresse, pour le paraphraser, c'est le business. C'est les investissements privés, américains. Et c'est ce qui est dans les Américains. Ils ne demandent pas encore. Ils sont parce que eux aussi, là où ils mettent de l'argent, il faut qu'ils contrôlent un peu ce qui se passe. Bon, c'est peut-être ça leur regard un peu sur la démocratie. Oui, c'est la nuance que le chef de l'État a tenté d'apporter, c'est que voilà, on fait beaucoup d'efforts, des pays comme le nôtre font beaucoup d'efforts pour améliorer le climat des affaires, mais c'est un peu comme si ces efforts-là ne sont pas assez perceptibles ou ne pèsent pas encore dans la balance au regard du peu d'investisseurs qui viennent dans notre pays et qu'il va falloir franchir le pas dans le sillage de ce sommet, de ces investissements-là que l'État américain porte par lui-même. Mais disons que, en fait, c'est le vrai débat. Et c'est tout ça, c'est le débat des rapports de force, par ailleurs. Et c'est bon que le chef d'État puisse entrer directement dans le jeu, enfin, pose le problème aussi clairement. Parce que oui, il y a beaucoup d'exigences, de gouvernance, assainissement de ci, assainissement de ça, dégagement de ci, d'accord. Mais et après, lorsque vous investissez dans ce genre de choses, il faudrait déjà qu'à l'interne, il y ait peut-être un progrès. Lorsque nous avons des zones franches ou des zones de libre-échange ici ou là, on devrait normalement profiter
Non, de l'investissement. Si on ne profite pas de l'investissement, comment on va essayer de rentabiliser les efforts qui sont faits? Et l'investissement permet de créer la consommation, ouvre et élargit le champ de l'emploi et développe d'autres types de business, hein, d'autres d'activités secondaires, tertiaires. Et finalement, il se crée autour de l'activité principale beaucoup d'autres activités connexes qui permettent donc, aux petites gens, hein, aux petites gens donc, de subvenir à leurs besoins et donc de booster la consommation. Alors, ce n'est pas toujours la vision de l'Europe et enfin de l'Occident. Donc, États-Unis compris, d'habitude, ils demandent qu'on lisse les procédures, mais après, on les lisse. On les lisse. Donc, il n'y a pas tout le répondant. Oui, ils nous appuient pour améliorer l'énergie, pour que, bon, il y ait l'énergie peut-être pour tous. D'accord. L'énergie pour tous, c'est bien pour l'étudiant, c'est bien pour le commerçant béninois, c'est bien, mais, le commerçant béninois, il se débrouille, lui, pas mal. Parce qu'il y a d'autres commerçants qui arrivent, qui produisent autre chose, qui aussi, au lieu qu'on aille qu'on aille sur d'autres marchés, même si il est moins cher. Même si déjà à l'interne, on a de la qualité. Moi, j'ai pas envie d'appeler des grandes marques françaises, mais quand vous voyez comment les nôtres se ruent dans les grandes marques, quand vous allez, mais après, vous voyez pas grand chose entre eux. Peut-être ce que nos couturiers ici peuvent bien faire au niveau des chemises, au niveau des cravates, au niveau des costumes, ou parfois, mais tout le monde a envie d'aller dans les grandes marques parce que bon, voilà, on estime que, alors si déjà on peut produire quelque chose à l'interne, et même créer des marques, pourquoi pas. Ça permettra peut-être que la consommation soit boostée, tout simplement parce qu'il y aura une promotion de telle marque ou de telle autre. Et ailleurs, les gens travaillent là-dessus. L'industrie, la petite industrie locale. Regardez les trucs comme les transformations des produits, de matières premières, leur transformation. Mais c'est des produits que nous consommons systématiquement. Mais pourquoi on va aller acheter des conserves à partir du moment où on a le climat, on a l'environnement, on a les hommes pour pouvoir avoir le naturel, mais on va aller sur un marché. Mais la question est de savoir, mais ce faisant, est-ce que ça arrange aussi le marché américain? Est-ce que d'une certaine manière, ils n'ont pas envie aussi de sortir des produits de leurs fermiers? Est-ce que, avec la surconsommation, la surproduction, avec le développement des technologies donc de production, est-ce que il n'y a pas une sorte de volonté aussi de dégager un surplus vers des marchés? Là, c'est des questions qu'on peut se poser et qui peuvent entrer en balance, en poids dans un peu les politiques que ces puissances entretiennent vis-à-vis des États moins forts et moins viables économiquement. Alors là, vous voyez Patrice Talon demander, comme il a fait d'ailleurs au niveau de la visite du président français, qu'il y ait beaucoup d'investissements américains. C'est une manière déjà de montrer clairement que nous, on a déjà évolué, on n'est plus au champ d'appui, peut-être isolé et part, mais nous avons envie durablement d'avancer, c'est-à-dire venez voir ce que nous faisons, venez profiter peut-être de ce que nous faisons, et ce qu'il ne dit peut-être pas, l'idée peut-être qui n'a pas été ressortie directement là, mais venez et peut-être témoigner de comment ça se passe chez nous. Venez et témoigner, parce que ici, au Bénin, on a fait beaucoup d'efforts pour assainir. Nous continuons d'assainir. Les lois sont là, protègent l'investisseur. Venez investir. Ça va nous profiter, mais vous aussi, vous saurez témoigner peut-être désormais auprès de vos chancelleries que c'est peut-être pas aussi noir qu'on puisse le peindre. Jonathan Guédéboué, pour paraphraser, pour citer le président de la République, en parlant de ce pacte, il contribuera à rapprocher deux pays voisins afin de rendre l'espace plus attrayant pour les investisseurs commerciaux. Le développement ne peut pas seulement provenir d'investissements dans les infrastructures et dans d'autres besoins fondamentaux, mais pour que la croissance soit réelle, nous avons besoin d'investissements du secteur privé. La pensée du président Talon a beaucoup évolué, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on défendait encore l'investissement dans les infrastructures. Agapit Napoléon a dit, on a fait beaucoup de ce côté, et tant qu'il reste à faire de toute façon, rien n'est fait, dit-on, mais c'est substantiellement important, la base, à partir de laquelle maintenant le Bénin se pose à l'international. Et j'ajouterais que
si le chef de l'État ne l'a pas suffisamment développé au cours de ce forum-là, il n'en est pas moins obsédé et par deux lignes directrices s'agissant d'investissement ou d'accès au financement. C'est sur les conditions d'accès d'abord au financement. On l'a entendu avec son intervention à Dakar il y a 2-3 ans, où il a montré que tel que les choses se passaient, on ne pouvait pas s'en sortir. Il a mis les pieds dans le plat à sa façon. Et là, ça a été un peu plus soft, mais pour dire que l'aide publique au développement est une forme de misérabilisme, en fait, qui ne nous permet pas d'aller bien loin. Et quand on a fait les efforts qui sont les nôtres, on a peut-être besoin de plus que ça comme levier. Et je crois qu'en ça, il a absolument raison, même au-delà du Bénin. L'Afrique ne draine que moins de 3% des investissements directs étrangers. Et donc, le secteur public est déjà limité, abscon dans ses approches, parfois trop idéologiques, trop dogmatiques. C'est aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, en tout cas, c'est les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'emploi, qui permettent à une économie de tourner. L'État est garant, n'est que régulateur et met en place les infrastructures fondamentales, continue d'être donc le garant du bon climat des affaires. Et j'ose croire que dans les apartés, que dans le reste des échanges, le Bénin a continué à défendre cette ligne-là. On n'est pas allé demander de remise de dette, d'augmentation de l'aide. Non, on demande aux gens de venir investir. De venir prendre leur part et de nous permettre d'amorcer probablement une spirale plus vertueuse du développement économique et du bien-être, l'un n'étant pas antinomique de l'autre. Il est même d'ailleurs étonnant que ce soit le président Biden, dans ce cadre-là, qui soit le chantre du bien-être. Donc il ne faut pas perdre sur le chemin, il ne faut pas oublier, chemin faisant, effectivement, de régler les problèmes sociaux qui restent des défis importants pour nos pays. Mais on ne peut distribuer que ce qu'on a réussi à produire et à partir d'investissements dignes de ce nom. Voilà. Par rapport à ces différentes prises de position, il y a d'aucuns déjà qui agitent disons, le chiffon rouge du tout libéral, c'est-à-dire que effectivement le grand frère américain, le pari américain veut bien enfourcher cette trompette-là, nous arroser en griffe de dollars, mais comme le MCA également, tous ces compacts sont adossés des exigences de libéralisation, d'ouverture des marchés, d'accessibilité, voilà, de l'électricité, voilà. Non, l'électricité, c'est un facteur de production. De production, oui. Le compact que nous oui, il y a eu une exigence de libéralisation à laquelle nous avons d'ailleurs souscrit, par exemple, parce que les lois ont été prises en ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces critiques-là déjà qui... Vous savez, moi, je voudrais rappeler un peu une position de Kérékou. Parce qu'il a dit, bon, on nous a dit qu'il y a deux fois. On a dit qu'il y a la voie de l'exploitation de l'homme par l'homme qu'on appelle, et la voie de libération de l'homme. Et donc, que la troisième voie n'existe pas, que c'est de l'empire, que ça sera dans l'ordre de l'empirisme, si on doit aller dans une troisième voie. C'est ce qu'il disait. Donc, quand on est arrivé, on a dit il y avait la voie de l'exploitation de l'homme par l'homme et à la voie du développement de l'homme. Et de sa prise en charge par lui-même. Et donc, nous, on a choisi la voie. Donc, maintenant, si vous venez nous dire qu'il y a une troisième voie, bon, il n'y en a pas. C'est de l'empirisme. C'était ça qu'il a dit à l'époque. C'était à la fin du système. Effectivement, le choix est simple. Si on a, je me rappelle toujours le choix du libéralisme à la conférence nationale, enfin le retour du libéralisme à la conférence nationale. Mais les gens disent, mais l'État ne peut pas vendre de l'eau, l'État ne peut pas vendre de cahiers, l'État ne peut pas vendre de trucs. Alors, les gens sont arrivés même à oublier le rôle régulateur de l'État. Et que dans un pays comme un pays africain, qui est en sous-développement et qui doit se reprendre en charge, l'État a besoin d'exister. D'exister dans certains clés. Mais à l'époque, c'était pas possible de concevoir que l'État puisse intervenir. On a voulu tout libéraliser. Et ça n'a pas manqué. Donc, le président Soglo a eu le malheur peut-être d'être le premier à ouvrir le banc et il en a pris les coups sociaux et les contre-coups politiques après. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas, le tout libéral ne peut pas fonctionner. Au même moment, on ne peut plus faire marche arrière. Aujourd'hui, l'État ne peut plus
être président. Moi, j'estime que à partir du moment où on a expérimenté la présence ou l'hyper-présence de l'État, ça nous a donné quoi? La malgouvernance, c'est-à-dire la concussion, la mauvaise gestion. Hein, là où un parent vous êtes DG d'une entreprise d'État, la gestion est telle que, bon, voilà, le parent du parent du parent. C'est une norme. Alors, tout cela en tellement que, finalement, on a fait le procès de l'État présent à la conférence nationale. Alors, l'État commence pas à se désolidariser. 30 ans après, lorsqu'on analyse, malgré toutes les lois, malgré toutes les commissions, malgré toute la présence de l'État, c'est toujours la mauvaise gestion. Lorsque les cadres sont à la tête, regardez déjà, malgré toute la présence de l'État, malgré tout ce qu'il y a comme répercussions au niveau de la criette, les mesures, les sanctions, les condamnations, les procès, mais il y a toujours des cas de malgouvernance. J'ai écouté qu'en une semaine, en combien de jours, la cellule de la présidence en charge de lutte contre la corruption a reçu plus de 300 plaintes. Alors, ça montre quoi? Qu'il y a une sorte donc de comportement, alors très loin de la vertu et libérale, enfin très loin de la vertu de la gouvernance, qui fait que lorsque les gens sont sur des leviers, ils n'arrivent pas toujours à appliquer les règles du jeu. Alors, le port de Cotonou, prenons le port de Cotonou. Blinken en a parlé, et en a bien parlé. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est Biden. Voilà. Mais alors, quand on parle du port de Cotonou aujourd'hui, que c'est le port, aujourd'hui, c'est vrai, avec le Niger, c'est le port le plus rapproché, d'accord? Mais ce qui est important là, mais tout ce qu'on a dit du port de Cotonou, on ne peut pas en dire il y a 10 ans. On ne peut pas en dire même il y a 5 ans. Le MC aussi est passé par là. Exactement. Mais aussi bien, mais le MC était passé par la question de la gouvernance, le regard qu'on avait sur ça. Quelqu'un comme Biot Chane en parlait déjà en 2000. En montant, mais ce port-là, tel qu'il est géré, si on l'engageait mieux, on n'aura pas besoin de l'aide, on n'aura plus besoin même de l'aide au développement. Il a dit, je ne sais pas, dans un rapport ou dans une... Anne Sika Djaï, qui était chef de la cellule de moralisation de la vie publique, a dit la même chose. À l'époque, le port de Cotonou, c'était une ligne. Et on y allait, chacun allait traire un peu son lait, ou je ne sais pas comment on appelle, aller tirer son lait, prendre sa part de la grosse vache, du mammouth peut-être. Et si bien qu'on n'a pas développé le port dans l'optique d'aller à la conquête réellement de la sous-région et d'impacter. Si bien que, malgré la crise en Côte d'Ivoire, malgré la sanction au Togo, ces deux ports nous dominaient nettement dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, mais le MC est passé par là, c'est sûr, mais la qualité de la gouvernance est au niveau du sommet de l'État en est une. C'est sûr qu'on a beau avoir le MC, si au niveau étatique, il n'y a pas eu des mesures idoines. Donc, le tout libéral dont nous parlons, je vais en venir justement, parce que on a beau faire l'UMCA. Si c'était pas, moi je veux dire aussi, enfin, vous voyez, qui est-ce qui dirige le port aujourd'hui? C'est pas des Béninois. A priori, la tête n'est pas la droite, c'est des consultants, c'est des gens qui sont carrément en mission. Le port d'Anvers. Voilà, le port d'Anvers. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas de questions à nous poser en termes de qualité de gestion? Quelle posture de responsable, de dirigeant on est? On a plein de Béninois, d'Africains dehors qui sont vertueux, en tout cas qui travaillent dans des organisations avec l'exigence de la vertu. Mais est-ce que quand ils sont au Bénin, on en a qui tiennent les entreprises privées ici et qui prospèrent avec les entreprises privées? Mais pourquoi subitement, quand ils reviennent, ils sont dans la gestion de l'entreprise publique, ça crée un certain nombre de problèmes. C'est là la grande question. Et donc, quand on stigmatise le tout libéral, moi je dis, si le tout libéral me permet, moi, de donner la gestion de l'énergie à un expatrié ou à une entreprise, à une structure qui vient gérer ici, dans un certain schéma qui permet que nous ayons l'électricité peut-être plus chère, mais de manière régulière, constante et de bonne qualité, où il n'y a pas de baisse de tension systématique, où vos appareils ne sont pas grillés régulièrement. Mais je pense qu'à terme, on fait plus d'économies, beaucoup mieux, on vit mieux que
dire l'État va, et l'État va toujours être là, mais l'État n'arrive pas à entrer dans la tête de chacun. L'État promet des leviers, mais les leviers ne sont pas nécessairement ne sont pas accaparés, ne sont pas perçus, appréhendés par ceux qui devraient l'appréhender pour mieux impacter leur gouvernance. Donc le problème qui se pose, c'est l'orientation. Pourquoi aujourd'hui on donne, on va sur ce terrain-là et très peu, même s'ils sont choqués, ils ne sont pas capables de le dire parce qu'on a tout tenté. Que ce soit au port de Cotonou, que ce soit au niveau de la SPDG par exemple, on a tout tenté pour mieux gérer. Et on s'est rendu compte peut-être que le verre étant dans le fruit, on a peut-être préféré aller sur d'autres champs. Donc, pour moi, la même chose au niveau des investisseurs étrangers. S'ils viennent et prennent un certain nombre de leviers de gestion et que ça permet d'avoir accès à certains produits de première nécessité, peut-être un peu plus cher, parce que il y a la qualité de la main-d'œuvre, peut-être il y a un certain nombre de paramètres un peu plus chers, mais constants, de bonne qualité, et ce n'est pas des trucs que vous consommez avec conservés dans des conditions bizarres, et de bonne qualité. Je pense que il faut mesurer ce qu'on paye, ce qu'on gagne. Et moi, je ne suis pas partisan du tout libéral, mais avec le champ, avec le temps, l'évolution, l'expérience et l'analyse de tout ce qu'on a parcouru, j'estime que si ça nous permet d'avoir ce dont d'atteindre les objectifs de développement durable, moi j'estime que autant y aller. La Chine ne pratique pas la même politique, cette politique-là, du tout libéral. Mais la Chine n'est plus non plus comme la Chine d'avant. La Chine s'ouvre. Et le dernier congrès du parti communiste chinois le démontre mais c'est un autre modèle là-bas. Mais ils ont d'autres, là-bas, d'autres disciplines. C'est une discipline directe, c'est une exigence. Le suivi est différent, c'est peut-être pas la même chose. Donc, c'est à nous de savoir, par rapport à nos objectifs, quel type de politique on doit. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, là où nous sommes, l'affaire de tout libéral, ça peut nous permettre de nous en sortir, pourquoi pas. Sur cette même question, même si on doit rajouter que l'État n'a jamais été aussi présent dans la gestion des entreprises publiques, parce que quand même on parle du port, de la SB2E, de la BM récemment, l'État reste toujours le principal actionnaire à 100%. Donc il y a ce contraste-là qu'on oublie souvent de souligner. Des contrats de prestation de services. Contrats de prestation, c'est même pas des privatisations. Voilà, exactement. C'est au niveau de l'homme, de la qualité de l'homme. Voilà. Et puis j'imagine, je veux croire que ce sont des processus d'apprentissage qui sont désormais voulus. Et donc c'est à nous de nous saisir de ces opportunités pour effectivement faire un pas plus durable. Et si on n'a pas su le faire par le passé, maintenant le temps nous est compté. Et le prix à payer est peut-être toujours élevé et notre fierté reste fouettée, et notre fierté nationale. Mais on doit accuser qui? Nous sommes pour l'essentiel coupables de cette gabegie qui nous a plombés. Et donc serrons la ceinture, faisons ce détour ou ce sacrifice qui permet peut-être d'apprendre aujourd'hui les codes de l'intégration au marché, parce que non seulement le monde est devenu un village planétaire, mais avec le libre-échangisme, nous n'avons pas grand chance de pouvoir rester fermés sur nous-mêmes et de pouvoir nous en sortir. Donc il faut qu'on apprenne, c'est dur, voilà les règles, les exigences du business au niveau international. Et donc, le chef de l'État a tenu des propos qui ont été fort critiqués quand il était à Paris la dernière fois. Peut-être que c'est la médiatisation qui a joué contre. Mais devant chaque cible, il y a un type de discours qu'on tient. Et aujourd'hui, nous n'avons pas complètement fait notre ménage, mais nous sommes capables. Nous arrivons à montrer que non seulement nous avons balayé devant notre porte, mais que nous sommes prêts à offrir les conditions pour que les gens viennent trouver également leur profit. Donc on ne leur demande pas de l'aumône, on leur demande de venir en partenaire, prendre ce qu'ils peuvent prendre et nous laisser aussi ce qui nous revient. Et à nous aussi d'apprendre à bien négocier pour que tout ne reparte pas. Et en attendant, c'est probablement des emplois de plus en plus nombreux
et qu'on espère décents qui vont devoir être là. J'ai été fort frappé que les Américains n'aient pas embouché leur antienne traditionnelle du libre-échangisme, voilà, du tout libéral. Ouais. C'est quand même assez curieux. Et qu'au contraire, le président Biden est tenté de se faire plus ou moins avocat de l'Afrique sur 2 plans. L'intégration au sommet du G8, enfin, donc autour des grands décideurs, tout comme la fameuse place, le G7, bon, si vous enlevez l'ami russe, en tout cas, bon. Et la fameuse place qui est réservée, qui est réclamée de tout temps au Conseil de sécurité. Mais je crois que l'Afrique est en train de devenir, au fond, un partenaire majeur et ne devrait plus être la chasse gardée de qui que ce soit. Et à travers les espaces d'intégration régionale, il nous appartient, comme le Bénin et le Niger essayent de le faire. On a tenté de faire la zone de coprospérité, je crois, depuis le président Yahi, entre le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Avec le président Talon, ça a un peu repris, mais bon, on ne sait pas trop où on en est. Mais il faut que nous comprenions que l'intégration sous-régionale est peut-être pour nous, et on n'a même plus le choix. Et cet investissement-là montre que c'est finalement un levier, un moyen d'intégration au marché international. Fut-elle subalterne, mais c'est quand même une amorce pour entrer en contact, pour continuer de discuter, continuer d'essayer d'attirer, de se montrer compétitif, parce que le maître mot finalement c'est ça. C'est la compétitivité. Et les canards boiteux seront laissés sur le carreau, et puis les gens iraient vers d'autres choses. On a parlé des ports de la sous-région. Et c'est fantastique ce que le Bénin a fait par rapport aux ports ivoiriens et togolais, qui se développaient, eux, dans une vision complètement libérale. Et malgré la guerre, malgré les difficultés économiques, ces pays-là ont su se maintenir et donc ont gardé les chances de compétitivité de leur pays. Donc le Bénin a fait réellement un grand pas pour devenir à sa façon aussi un port concurrent, un port de plus en plus cité. Et donc il s'agit pour nous de maintenir le cap, de forcer le respect. J'ai été un peu flatté qu'on n'ait pas tant que ça cité le Rwanda, que le Rwanda n'ait pas été à si bonne fête quand même. Le Rwanda y était, mais pour... je pense, se faisait tirer les oreilles pour autre chose, n'est-ce pas? Pour d'autres choses, oui, voilà. Effectivement. Oui, je voulais rebondir sur la question de la communautarisation, c'est-à-dire que la mise en commun à travers le marché sous-régional. Moi, je suis partisan d'un peu de cela. Notamment, vous savez, la communauté que nous constituons avec l'UEMOA est exceptionnelle. Communauté de langue, union monétaire, c'est beaucoup. C'est 2 choses qui sont quand même importantes, qui font que nous avons beaucoup de choses à faire en commun. Au-delà de la libre circulation des personnes et des biens, nous devrons réfléchir un peu dans l'optique donc de continuer. Le Bénin et le Niger. Le Bénin et le Niger ont beaucoup de choses à faire en commun, tout comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, tout comme le Bénin et le Burkina. Mais eux tous ensemble, c'est-à-dire les 7 pays francophones plus la Guinée-Bissau, ensemble peuvent encore faire beaucoup. Ça fait un marché commun, ça fait un marché unique, une communauté dans laquelle les différents peuvent s'exprimer. Quand vous regardez l'UEMOA, vous regardez le Nigeria, on peut déjà voir un peu que le Nigeria, la fédération, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est pas les mêmes peuples. Le Nigeria, c'est un État. Mais à l'interne, il y a beaucoup de divergences, de différences, d'ethnie, de manière de fonctionner, de culture, même à l'interne. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce large champ? Moi, je pense que quand on parle de tout libéral, ce n'est pas nécessairement la privatisation à outrance. Même la présence de la régulation de l'État est importante. Mais du point de vue partage d'expérience, partage de mise en commun donc de compétences, en les faisant et en pensant ainsi, on peut quitter progressivement les postures internes et faire large. J'ai l'impression que l'UEMOA a reculé, disons, cette dernière décennie, du point de vue
c'est une impression peut-être, tel que ça a démarré, hein, tel que ça, le bond de 2000 à 2010, s'est tassé en 2010 et 2020. Et je pense qu'il y a à ce que l'UEMOA puisse rebondir en la matière et peut-être se faire le chantre de ce type donc de négociation. On a parlé de la circulation des personnes et des biens. Il y a ce projet qui a fonctionné. Disons le projet les postes de contrôle jusqu'à poser, qui est quand même un grand. C'est le Togo et le Togo déjà aussi. Voilà. Donc, non, le Nigeria. C'est déjà une réalité. Là, je pense en collaboration avec la CEDEAO. Voilà, là, c'est le poste à l'interne de l'UEMOA. Et là, maintenant, de l'UEMOA, de l'espace UEMOA vers les autres espaces, UEMOA, donc la CEDEAO. Donc, c'est des avancées énormes. Là, c'était avec le soutien de l'Union européenne. Avec qui appuie, qui travaille beaucoup, effectivement, avec les deux organisations. Je pense que c'est des pas qui peuvent aider à aller vers d'autres types de politiques qui vont nous permettre d'avoir un champ plus large et donc d'avoir des objectifs peut-être plus grands. La question de gouvernance, à l'échelle UEMOA, doit pouvoir aller au-delà des observations des élections pour aller à une sorte d'appropriation des politiques internes, de gestion politique, qui sont des champs, qui sont des conditions à créer pour l'intégration économique. C'est ça qui fonde l'intervention de la CEDEAO dans le domaine politique. Le champ politique. Oui, les pactes additionnels de 2001. Tout ça est arrivé parce qu'on s'est dit, mais les crises ne permettent pas d'aller à la bonne gouvernance, à l'intégration. Un pays qui n'est pas stable politiquement. D'abord, ça perturbe la sous-région, ça perturbe les pays limitrophes, et ça ne peut pas aller. Donc, il faut déjà calmer. Or, pour calmer, il faudrait qu'on s'approprie le modèle. Quel est le modèle? Si c'est l'accaparement du modèle de l'Occident, qu'on transpose en prêt-à-porter, ça pose un gros problème. Et on a compris, depuis 1990, les errements que nous avons sur le continent montrent clairement que ce modèle-là, ne peut plus être transposé comme ça. Il faut s'approprier les modèles internes. Il y a un standard international, mais après, il faut s'approprier les modèles internes. Et lui et moi peut déjà aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. La question de gouvernance ne peut pas venir de l'extérieur. Tout le monde connaît les leviers de la gouvernance. La question de gouvernance, c'est un peu, quand Patrice Talon est arrivé, il a commencé par mettre en place les leviers. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Moi, je continue de penser que nous devons refaire le débat sur 2019. Tous ceux qui sont des grands défenseurs de la démocratie et de l'état de droit, on doit se dire, mais en 2019, qui avait tort lors des élections qui ont conduit à l'UPEBR? Je reste sur ma soif ou sur ma faim, parce qu'on ne fait pas le débat. Tout comme on n'a jamais fait le débat de 90, si la constitution de 26 août 1997 était toujours en vigueur après les décisions du 7 décembre 89. C'est la même chose. Ça dit que tout le monde touche, les médias touchent, tout le monde parle autour du même sujet, et après on se tait. Il ne faut pas se taire. C'est là que, comme moi je dis, que l'université n'aide pas toujours à ce débat public. Il faut continuer le débat pour que nous puissions tirer des conclusions qui fassent impact demain, qui soient prises en compte demain dans les autres politiques, et quand les gens vont dire, quand une certaine génération va disparaître, et on va croire que c'est une nouvelle, qu'on réinventait la roue, il faut ressortir ça. C'est important, parce que quand on parle de gouvernance, de bonne gouvernance, pour moi, il faut des leviers. L'État doit être parfois exigeant et parfois ne pas aller à la compromission, ce à quoi nous avons quand même adhéré à mon noble avis, pendant ces 30 dernières années, en tout cas de 1990 à 2016, on a évolué comme si l'État devrait être un jeu de compromis, de compromission, parfois disons, au détriment du développement, ce qui ne doit pas être le cas. Donc, il faut continuer ces réflexions-là. Bon, maintenant, on applaudit que voilà, Biden il est sur la même longueur, donc le président Talon, parce que il promet la bonne gouvernance, mais si ici au Bénin, personne ne peut dire qu'il ne promet pas la bonne gouvernance. Il faut, ce qu'il faut le dire, il faut qu'il sorte des preuves. Mais quand on a fini de le dire, quelle est la suite? La suite, c'est qu'il faut maintenir la veille pour qu'on ne vienne pas nous imposer toujours des modèles, et que des modèles
que chaque pays, au regard de son environnement, essaie de mettre en place le mécanisme qui lui permet de se rapprocher des standards internationaux, mais en tenant compte de son environnement. Donc, il faut démarrer. Nous étions applaudis, mais nos élections étaient financées par l'extérieur. Nous étions applaudis, mais nos élections débouchaient toujours sur des contestations. Et on disait qu'on était le phare de la démocratie. Alors, depuis un temps, maintenant, regardez, on est en pleine période électorale. Mais c'est quand même calme. C'est ce que ça devrait être. Ça ne doit pas être du bruit, logiquement. Donc, nous revenons aux fondamentaux. Mais à quel prix? Voilà la question. À quel prix? À quelle implication de l'élite? Ça va être le prix de la responsabilité d'abord, parce que souvent nous l'éludons. Et au lieu de se regarder en face et de se dire parfois quelques vérités. De toute façon, la classe politique a été pour beaucoup dans ce que nous avons subi, ce que nous avons déploré. Et épisodiquement, ceux qui sont à la tête de l'État portent voilà, tous les reproches. C'est presque ce qu'on pourrait dire. Mais quand je vois la fameuse charte des partis qui a été prise en 2019, qui a conduit aux convulsions de 2019, c'est à travers le chevauchement des calendriers, fondamentalement, les calendriers de conformité et autres, là qu'on est arrivé à ce télescopage. Et donc, en s'y prenant autrement, en faisant un peu plus l'effort de la participation, de l'ouverture à l'information, peut-être qu'on peut mitiger ces risques-là. En tout cas, il faut gager que cela ait été une source d'apprentissage et qu'on ait tiré les bonnes leçons pour la suite. C'est ce qui est important quand on a trébuché, même quand on a chuté. Et pour revenir à la question économique... Oui, de l'intégration. De l'intégration, oui. Oui, plus que jamais, il faut saluer ce qui est en train de s'amorcer et espérer que là, un modèle est en train de se construire et qui s'éloigne du salut individuel qui a été à un moment donné la tentation au niveau de la CEDEAO. Pendant que la CEDEAO devenait attractive au point que même des pays du Maghreb comme le Maroc, la Tunisie, la Libye, tout ça commençait à frapper à ses portes. Il se trouvait des pays à l'intérieur qui pensaient qu'ils avaient déjà tout réussi, qu'ils pouvaient se passer des autres. Je n'ai pas peur de citer la Côte d'Ivoire, qui était peut-être trop encouragée en ce sens par l'Union européenne, par la France, pour signer des accords particuliers. Non, le salut va être collectif, le salut va être à l'intérieur d'un espace qu'on essaie de bâtir pas à pas avec un certain nombre de règles, et parfois exigeantes, parfois contraignantes, mais qui vont nous booster. Quand on a fait le tarif extérieur commun au niveau de... Oui, j'allais en venir, qui n'a jamais été... Bon, le Bénin, en l'espèce, n'a pas su tirer son épingle du jeu. Nous, on n'avait aucun appareil industriel digne de ce nom. Si vous n'avez rien à exporter, là, vous n'en profitez pas. Donc, c'est les autres qui vous inondent avec... Comme la Côte d'Ivoire en a énormément profité. Absolument. Donc, ils l'ont fait pratiquement à leur mesure. Donc, c'est aussi à notre pays, dans cette tribulation de savoir jusqu'où ne pas trop aller sur le plan sécuritaire. On n'en a pas trop parlé. L'initiative d'Accra fait partie probablement des bonnes trouvailles, des bonnes intuitions qu'il faut consolider, qu'il faut essayer de tailler un peu à la mesure de nos réalités, de nos capacités, même si on a besoin plus que jamais du concours des puissances étrangères. Mais c'est à nous de décider de donner la bonne orientation, de prendre le temps d'identifier quels sont les défis les plus essentiels et de s'y tenir. Je pense qu'à terme, on peut arriver à des résultats substantiels pour faire de l'espace ouest-africain un espace viable, un espace enviable. Et il s'agit d'attirer, et ça va être de plus en plus la course, d'attirer les investissements directs étrangers, si minimes soient-ils, parce que les gens restent frileux. Ils vont chercher les avantages comparatifs, aller vers l'Afrique du Sud, entre autres choses. J'ai noté que malgré tout, l'Afrique du Sud continue de recevoir l'attention, parce que là, le gain est plus rapide, et on part de moins loin. Donc, à nous de nous rendre réellement plus compétitifs et plus performants dans ce qu'on fait, dans ce qu'on sera appelé à faire. Et je crois que il fera beau vivre. Voilà, en restant avec vous, d'ailleurs, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, l'a évoqué.
Pour le citer, la connexion des marchés régionaux africains dynamiques est un élément essentiel d'une stratégie plus large et inclusive visant à créer une croissance économique durable. Est-ce que, comme Agapit Napoléon Mafourican, vous notez une stagnation en tout cas du dispositif UEMOA, encore qu'à l'échelle du continent, il n'y a rien de comparable. À l'échelle du continent, on peut dire que c'est l'un des ensembles les plus aboutis. Quoique la communauté économique d'Afrique de l'Est, enfin Kenya, Tanzanie, Ouganda... peut-être avec la libre circulation voilà. en moins, comme en Afrique centrale, par exemple. Tout à fait. Et nous, on a la monnaie en plus. On a la monnaie en plus, et la monnaie la langue. De 1994 à 2000, ça a été mis en place, les différents leviers, les outils et autres. De 2000 à 2010, 2012, je pense que ça a été, à mon avis, la surveillance multilatérale. Voilà, il y a eu, entre-temps, le tarif extérieur commun, et tout ça, les politiques communes. Mais pour moi, c'est au niveau des politiques communes que je me dis qu'on n'a pas pu avancer. Vous voyez, la politique commune. Bon, moi, je suis dans le domaine des médias, par exemple, des technologies de l'information, de la convergence, des télévisions numériques terrestres, par exemple. Donc, quand vous prenez tout le secteur numérique, on ne peut pas. C'est un outil. Au même rythme dans tous les secteurs. Il y a eu des choses qui ont été faites. Oui, il y a des secteurs, mais vous voyez, il y a des secteurs quand même qui sont, à mon humble avis, importants. Lorsqu'on parle de la gouvernance, la question de la gouvernance impacte c'est le premier niveau. Aucun levier économique durable ne peut être en place si la gouvernance est calamiteuse. Donc, il est important. Et quand on dit la gouvernance stable, ce n'est pas nécessairement les élections régulières. Non, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont gardé le même chef d'État et qui ont des niveaux de développement tels que le PIB augmente. Vous avez parlé d'un pays tout à l'heure. Mais quand vous regardez, ce pays a forcé les indices pendant longtemps parce que à l'interne, il y a une sorte de politique qui a conduit à des niveaux de développement. Mais je pense qu'il faut repenser réellement la question de la gouvernance à l'interne des États et les organisations comme la CEDEAO, comme je l'ai dit, l'UEMOA, peuvent jouer un grand rôle. Qu'à ce niveau-là, au niveau économique, oui, au niveau macroéconomique, au niveau à un certain nombre de niveaux, oui, ça travaille. Mais je pense que ça doit aller un peu et enlever aux organisations occidentales le monopole d'apprécier. Moi, quand même pas de Reporters sans frontières, je dis oui, j'applaudis. Mais au même moment, c'est pas la même chose. Je n'ai pas entendu quand les médias russes ont été interdits d'accès dans l'espace de l'Union européenne, par exemple. J'attends peut-être, mais bon, alors. Donc, est-ce que c'est chez nous seulement que tout est négatif? C'est pour ça que je pense qu'au niveau sous-régional, on doit s'approprier les leviers de notre développement. Essayer donc d'avoir nos indices, nos formats, nos options, quitte à nous rapprocher beaucoup plus des standards internationaux, mais en restant quand même qu'il y a des réalités à l'interne, comme il y en a en Europe, comme il y en a aux États-Unis, qui font qu'ils fonctionnent différemment par rapport à nous. Mais cela dit, sinon le mois est présent sur beaucoup d'autres secteurs qui sont plus impactants, mais du côté économique et peut-être du développement. On a eu le NEPAD en temps. C'est vrai qu'il a été un peu impulsé aussi de l'étranger par comment on l'appelle, l'ancien Premier ministre britannique. Tony Blair notamment. Et bon, le leadership a fini par s'étioler en Afrique, mais on aurait pu développer cette évaluation par les pairs qui se voulait un regard sur nous-mêmes pour apprendre des autres, apprendre de nos voisins ou des pays qui font un peu mieux. Bon, on a oublié tout ça en chemin, peut-être parce que les financements ne sont pas venus de l'étranger, mais il n'est pas trop tard pour redéfinir quelque chose de plus maîtrisable et de manière pragmatique. Ou peut-être une hyper personnalisation du projet avec probablement avec le président Wade et autres, oui, qui faisait que... Mais non seulement il y avait une hyper personnalisation, mais il y avait une sorte de guerre de leadership. Il y avait Wade, il y avait Bouteflika, il y avait Thabo Mbeki en Afrique du Sud. Tout ça, et Obasanjo, voilà. Donc ouais, c'était un peu délicat. Parce qu'en dessous de ce processus, il y avait ce siège
hypothétique aux Nations Unies, qui était en ligne de mire aussi, et que les gens l'ont. Donc du coup, voilà, ça aussi c'est l'Afrique. Voilà, une question, il nous reste quelques minutes pour sortir de ce débat. Entre le Bénin et le Niger, il y a ce compact régional qui lie les deux pays. Déjà, on est lié naturellement par la desserte du port de Cotonou, mais quand on prend ces dernières années, il y a le projet Pipeline qui nous lie. Le Bénin en matière de terrorisme s'est rapproché du Niger en signant un accord de coopération pour un peu plus de fluidité entre nos deux pays. Est-ce que on est en train d'aller vers un modèle particulier de coopération entre nos deux pays? Non, ce n'est pas un modèle particulier, c'est un modèle normal, à mon humble avis. Vous savez, entre le Bénin et le Togo, quel développement on peut avoir? Nous partageons tout. Enfin, nous avons tout ensemble presque. On est à la côte. On profite de la côte et de tout ce qu'il y a pu avoir. Donc, on ne peut que partager peut-être un certain nombre de valeurs d'ensemble vers l'Interland. Et donc, le port sont des ports concurrents vers l'Interland. Or, nous sommes le port le plus proche de Niamey. Le président l'a dit. Donc, quelque part, je pense que c'est à nous, comme le Togo développerait d'autres types de rapports, peut-être, je ne sais pas, avec un autre pays beaucoup plus proche, comme le Burkina, le Ghana, est-ce que le Togo est plus proche du Burkina que nous? Pas évident. Pas évident parce que les postes de contrôle se rejoignent. Un peu dans, si c'est pas, c'est à Pama ou, enfin non pas Pama, enfin Langourma. Donc, je pense que c'est parce que nous sommes proches. N'oubliez pas l'organisation commune Bénin-Niger, les chemins de fer des transports. Donc déjà, il y avait déjà cette relation qui se maintient. Parce que pour liquider le CBN, ça n'a pas été facile. Il y avait le projet RAI qui n'a pas pu évoluer. Donc, on a déjà d'antécédents. On a d'antécédents ensemble. On a le conflit civil de l'été. Donc, nous partageons beaucoup de choses en direct. Et je pense que c'est mieux ainsi. C'est bon ainsi que nous puissions continuer, disons, à garder cette relation bilatérale dans l'espace UEMOA. Je pense que ce n'est pas mauvais par ailleurs. Mais je pense qu'avec l'Interland, donc le Burkina et peut-être le Mali, pourquoi pas, le Bénin peut continuer aussi à travailler dans ce sens. Oui, on reviendrait toujours à la vieille antienne des 700 km de frontières que nous avons avec le Nigeria. Et peut-être qu'il ne faut cesser définitivement de voir le gros Nigeria pour nous tout seuls au Bénin. Et Lagos, qui fait à peu près la même population que le Bénin, pourrait déjà être à notre taille. Et pour envisager une intégration, une coopération plus dense, plus intense. Et donc il faut redimensionner un peu tout, voir ce qu'on peut faire, le faire très bien. Et il n'y a pas de fatalité que ce soit toujours des zones interlopes, nos zones frontalières. On parlait de gouvernance, on doit aussi en faire des modèles de gouvernance, d'effectivité de la libre circulation, du respect des droits de la personne et de beaucoup de choses. Et au lieu de laisser ces zones-là vivoter, et comme ça. Et mieux, le Bénin n'a pas fini d'exploiter tout le potentiel qu'il a naturellement à ses côtés avec le Nigeria, et à la fois juste en produisant pour faire consommer par les autres, en étant une rampe de lancement pour les services, donc en se voulant pays de service, de service et sécurisé pour les investisseurs qui visent le marché nigérien. Il y a même le Ghana de l'autre côté. Le Togo, c'est quoi? C'est une traversée d'une heure pour être du côté du Ghana. Cotonou-Accra, c'est beaucoup moins long que Cotonou-Parakou. Donc il faut qu'on se réapproprie l'espace et que, en réalité, on fasse un peu plus de géopolitique, qu'on ait les cellules de réflexion stratégique sur ce que peuvent être nos liens avec les autres pays. Et je crois qu'au cœur de cet ensemble-là, le Bénin peut non seulement tirer son épingle du jeu, mais tirer tout le monde vers le haut. C'est possible sans vanité, sans volonté de leadership effréné, et juste en étant ce que nous sommes, en étant un pays ouvert et disponible pour les autres, pour les porter, pour nous porter ensemble. Voilà. Ben, je ne pense pas moins, je pense qu'on est en phase là-dessus. Pour moi, le Bénin fait un petit ballon de chemin. Le président Talon, le Bénin a la chance peut-être finalement, après l'année dernièrement, d'avoir un bon commandant en chef.
au niveau des fronts. Et saluons donc le commandant en chef, le président Talon, et saluons tous ceux qui comprennent que nous devons continuer d'avancer avec les exigences donc, de développement, donc la gouvernance, le sérieux, et la lutte contre la corruption, et contre la compromission, et donc avancer rigoureusement pour finir avec les années noires donc, de la paresse et des chantages à la paix et au développement. Je vous laisse le mot de fin. Oh. C'est plutôt heureux d'être à si bonne fête, hein, et donc vivement que nous maintenions cela, que nous allions au-delà. La maintenance a souvent été notre problème par rapport aux infrastructures, par rapport aux avancées, aux progrès qu'on a fait. Et donc si on se comprend mieux, peut-être qu'il est plus facile de sauvegarder ce qui a pu être déjà acquis ou réalisé, en tout cas pour en faire des acquis. Donc ce n'est pas seulement le président Talon qu'il faut célébrer. Je crois que c'est la tolérance entre les Béninois, les sacrifices qui ont pu être consentis et l'effort pour se comprendre, et pour que notre pays soit plus important que nous, que nos petits égaux. Et au finish, hein, vivement qu'on aille même au-delà et que d'ici 2 ans, on soit là à célébrer à la limite un trop-plein d'investisseurs. Voilà, on va finir. Et une occasion d'apprendre surtout à être dans le monde, à être du monde. Merci. Merci Joël Ataï-Getegbe. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, agapite Napoléon Mafourican, consultant politique. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous pouvions dire sur ce sommet qui a pris fin aujourd'hui à Washington entre les États-Unis et quelques pays africains et pas des moindres. Nous sommes revenus quelque peu sur cette belle moisson qu'a été ce compact régional signé au profit du Bénin et du Niger à hauteur de 504 millions de dollars. Et nous sommes quelque peu revenus sur, on va dire, ce qui était important de retenir de ce sommet États-Unis-Afrique. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité à nos programmes sur télé. Je rappelle que vous pouvez revivre cette émission sur l'ensemble de nos plateformes digitales, sur notre site internet E-Télé Bénin, notre compte YouTube du même nom, notre compte Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, et continuez par suivre nos programmes via notre application E-Télé Bénin, que ce soit sur iOS ou Android. D'ici là, portez-vous bien et bonne nuit chez vous.